La première, et vous comprendrez aisément que ça a pu donner lieu à des études expérimentales. Parce que le problème en neurophysiologie, surtout si on veut faire de l'imagerie, c'est qu'on doit avoir un design expérimental extrêmement rigoureux. On doit avoir une variable indépendante. Par exemple, quand moi je travaille sur les visages, on devait travailler avec des visages familiers, des visages pas familiers, puisqu'on étudiait la familiarité versus le visage inconnu, ou bien chez des enfants, etc. Donc on doit avoir des variables indépendantes très très bien définies. Et puis on met les sujets dans l'imageur, et puis on les fait travailler dans ce qu'on va étudier, pour voir quelles sont les zones cérébrales, et les réseaux qui sont impliqués dans cette activité cognitive-là. Comment, aujourd'hui, si on voit nos petits-enfants qui écoutent, ou bien nous qui sommes distraits, comment on met ça dans l'imageur? Comment est-ce qu'on fait un design expérimental précis? Là où on peut le faire, et vous le comprendrez aisément, et c'est un grand domaine du numérique, c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Qui sont bien sûr, pour nous, parents, grands-parents, pour vous, enseignants, vous allez tous le dire, c'est une plaie. Comment c'est possible de voir nos enfants qui dorment parce qu'on est sûr qu'ils ont passé la nuit sur leurs jeux? À mon âge, je ne connaissais rien de ces jeux. J'ai appris qu'il y avait des jeux qui s'appelaient Call of Duty, qui s'appelaient Assassin's Creed, qui s'appelaient World of Warcraft. Je ne connais rien de ça. Quand j'ai dit à un de mes petits-fils, Romain, je travaille là maintenant sur Call of Duty. Oh, mais grand-papy, Call of Duty, je joue à ça, c'est fantastique. Il passait des nuits entières. Je ne vous dis pas les problèmes que ça faisait. Au fond. Donc, voilà, ces jeux que vous connaissez, qui sont des jeux d'action, et qui aujourd'hui se développent avec des technologies fascinantes, des engagements économiques énormes, et une créativité chez les concepteurs de jeux remarquable, surtout dès qu'on implique le joueur et qu'on le fait jouer comme un avatar. C'est-à-dire qu'il va lui-même se définir son profil en fonction de toute une série de caractéristiques et il va se lancer dans le jeu et il doit essayer de ne pas se faire shotter à la première fois qu'il apparaît sur le jeu, etc. Il va devoir développer des... Et donc... À partir de, c'est une date repère, à partir de 2003, on trouve dans la revue très scientifique et très importante qui s'appelle Science, on trouve la premier article qui dit Influence of video game on brain, influence des jeux vidéo sur le cerveau. Et cette équipe qui est dirigée par Daphné Bavelier, qui est une Suisse, qui travaille aussi à Genève, mais qui a un gros labo à l'université de Rochester, a depuis 2003 publié, j'ai compté dans sa bibliographie, une trentaine de papiers sur l'effet des jeux vidéo sur le cerveau et sur les modifications. J'ai suivi des conférences sur Internet, on trouve tout sur Internet, le mieux aussi, on peut suivre des conférences de Daphné Bavelier qui sont très intéressantes. Et une de ces conférences qu'elle a données aux États-Unis commence comme ceci, c'est en anglais, elle dit voilà, imaginez-vous la scène, une mère qui voit sur la plage son gamin et qui a un livre en main, et la mère lui dit « Cesse un peu de lire Shakespeare, quand vas-tu aller sur ton jeu vidéo ?» Pourquoi? Parce qu'elle montre qu'au fond, et c'est confirmé, il y a des effets bénéfiques remarquables des jeux vidéo. Pas seulement, alors il y a eu des tas de débats, vous savez. On a dit, oui, mais il y a des biais. Ceux qui jouent aux jeux vidéo, qui sont des usages extrêmes, on ne va pas dire addicts, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus dire qu'à addiction, on réserve ça à des addictions aux substances. Mais des usages extrêmes de ces jeux vidéo, c'est déjà qu'ils sont des psychopathes, ils sont déjà pas normaux. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont pris des gens qui n'ont jamais entendu parler des jeux vidéo, ils les ont soumis à une expérimentation en disant voilà, vous allez jouer 1 heure par jour pendant autant de mois et vous allez comptabiliser soit 50, 80 heures de jeux vidéo. Et on va suivre la situation de départ, le T0, c'est vous êtes encore des naïfs,
On fait un scan de votre cerveau et puis on suit. Et on voit les modifications. Après 50 heures, on voit des modifications extrêmement nettes. Et de quel type? Des modifications d'hyperconcentration. C'est qui entre dans le jeu vidéo, il se concentre. Il est capable d'écarter les distracteurs de manière extraordinaire, comme le méditant presque. Il ne voit pas l'heure qui passe. Il passe toute sa nuit. Il développe des stratégies de jeu extrêmement complexes, parce que ces jeux sont complexes. Et que développer une stratégie de jeu, c'est développer des fonctions exécutives, c'est-à-dire des fonctions corticales, préfrontales. Il contrôle son attention, il contrôle sa distraction. Il est capable de repérer beaucoup plus vite des éléments signifiants du jeu par rapport à des distracteurs, puisque les concepteurs mettent des distracteurs pour attirer l'attention et pour que le joueur qui a malheureusement attiré son attention sur un leurre, il sort du jeu. Donc il est beaucoup plus apte à faire la sélection. Ils ont des capacités visio-manuelles augmentées. Et toutes les structures corticales impliquées dans ces fonctions-là sont augmentées dans leur volume. Donc ce n'est pas seulement sur le plan du comportement, mais à l'imagerie cérébrale fonctionnelle, on voit par exemple, vous savez, c'était l'idée de Michel Serres avec Petite Poussette, hein, quand ils voyaient là les jeunes avec leur téléphone et leurs petites poussettes. Moi, j'ai le même problème. Je voyais les jeunes à l'université, ils font ça à une vitesse incroyable. Moi, je mettais des heures à écrire un mail. Heureusement, maintenant, avec les nouveaux, on a un clavier, donc c'est fini tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a des coordinations visuo-manuelles très très performantes qui se mettent en jeu. La mémoire de travail, une mémoire de travail augmentée, et ça c'est la mémoire utile, tellement importante pour l'école. Donc des effets extrêmement bénéfiques. Le problème, c'est qu'il y a des corrélations négatives entre les heures passées à jouer sur ces jeux vidéo et les résultats scolaires. Qu'il y a évidemment, et il est faux de dire aujourd'hui que ces jeux vidéo sont bons parce qu'ils canalisent symboliquement l'agressivité, ce que j'ai entendu de la part d'un certain nombre de psychiatres ou de pédopsychiatres qui disent « non mais c'est bon, on canalise l'agressivité ». Il y a aujourd'hui des observations claires qui montrent une augmentation des réactions agressives liées à l'accumulation des heures passées à ces jeux vidéo. Il y a une diminution de la sensibilité empathique. Il y a une diminution des activités ou des indices de stress devant la perception de situations où un autre est en difficulté. Il y a un désengagement, au fond, de la relation à l'autre. Il y a un flou de plus en plus important entre le réel et le virtuel. Entre les réels et le virtuel. La frontière devient floue, parce que ces jeux deviennent d'un réalisme absolument fascinant. Et donc, on est dans le pharmacone. On est dans le bénéfique. Et je suivais un cours de Stanislas Dehaene au Collège de France qui résumait les travaux de Bavelier, et qui disait, c'est assez étonnant, parce que ce qu'elle montre comme bénéfice du jeu vidéo, avec des aspects toxiques évidents, hein, hyper toxiques, donc il y a une éthique à avoir, évidemment, sont à mettre en parallèle avec deux choses, avec le bénéfice de la musique, où on a les mêmes capacités de contrôle attentionnel, ça je ne vous l'ai pas dit, c'est important aussi, de postposer les bénéfices immédiats pour des bénéfices à plus long terme. Un musicien passionné, il va passer par la discipline de la gamme, qui est strictement affreuse, pour avoir le bénéfice de jouer du Chopin. Et il met une hiérarchie dans ses motivations, dans ses motifs. Et donc dans le moteur, parce que je dis souvent aux étudiants, la motivation, c'est le moteur et le motif. Et il y a des motifs immédiats, et le motif immédiat, c'est la satisfaction du besoin. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je voudrais maintenant être dehors et prendre une bière.
OK. Mais non, je continue maintenant parce que j'ai mis une hiérarchie dans ce que je voulais faire. OK. Je dois postposer et hiérarchiser les choses. Et ne pas me laisser emporter par des sirènes qui attireraient mon attention pour me dire, bah, si je satisfaisais un besoin maintenant immédiat. Eh bien, la musique est aussi cette école, au fond. Hein, exactement comme la méditation. Exactement comme celui qui est dans les jeux. Il ne va pas dormir. Alors qu'il sait que ça ne va pas aller. Il ne va pas le faire. Mais là, évidemment, on peut avec lui alors dire, attention, c'est quoi la hiérarchie à mettre? C'est rester dans le virtuel ou c'est à un moment donné dire tu joues ton année? C'est quoi? Comment? Et on sait qu'à un moment donné, ça devient extrêmement difficile.